Au travail, les Français et les Américains sont très différents. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la vie professionnelle aux États-Unis et vous allez voir, croyez-moi, que celle-ci est remplie de surprises. Travailler ici depuis la fin de mes études a complètement changé ma vision du monde professionnel. Et je vais partager avec vous ce que j'ai appris au cours des 15 dernières années ici aux US. De l'autonomie à la gestion de l'échec en passant par le networking, il y a énormément de différences qui rendent cette expérience très très unique. Si vous rêvez de travailler aux États-Unis, j'espère que cette vidéo va vous aider. C'est parti! Bon alors, avant de commencer, je veux juste faire un gros disclaimer, un warning, un avertissement. Attention aux clichés. Bien entendu, on trouvera toujours des contre-exemples à tout ce qu'on explique. Les États-Unis, c'est un pays continent, il y a plus de 350 millions d'habitants. C'est dangereux de faire des généralités, donc je vais vous raconter ce que moi j'ai noté et ce que j'ai pu généraliser au cours de mes 15 années de carrière ici. La première chose, moi, qui m'a frappée ici, ça a été l'autonomie qu'on accorde aux employés. Aux US, l'accent est hyper important sur la prise d'initiative. Montrer qu'on peut avoir des idées et qu'on peut y aller, quoi. Dès qu'on vous confie un projet, en fait, on s'attend à ce que vous soyez responsable de bout en bout, sans avoir besoin de suivre chaque étape. Moi, je sais pas pour vous, mais ayant travaillé en France auparavant, j'étais plutôt habituée à devoir faire mes preuves et donc à avoir quelqu'un qui allait être un peu sur mon dos pour vérifier ce que je faisais au fur et à mesure. Ici, on m'a tout de suite mis dans le bain à me dire « Ok, si tu as besoin d'aide, on est là. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est que de voir en fait comment est-ce que tu vas amener ce projet à complétion, quoi. Et donc, de voir où est-ce que tu vas l'amener vraiment. Alors c'est super, mais cette autonomie, ça peut aussi être quelque chose d'assez intimidant au début. Moi, quand je suis arrivée, si je reprends mon exemple en 2007, j'avais 21 ans, j'avais pas beaucoup d'expérience dans mon domaine et je me disais mais pourquoi est-ce que on me lâche complètement dans la nature? Je savais pas trop par où commencer. Surtout quand on est habitué, comme je vous le disais, à un encadrement un peu plus direct, mais ça donne un grand sentiment de liberté et d'accomplissement. Un sentiment qui est assez agréable, je trouve. En fait, je crois que le mot-clé dans cette prise d'initiative qui est vraiment mise en valeur dans le monde professionnel aux États-Unis, c'est la confiance. On vous fait confiance et je trouve que ça nous pousse vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes. Le point numéro 2, c'est la culture du networking. Alors, je vais pas vous mentir, moi, le networking, c'est pas mon truc. J'adore rencontrer des gens, mais en fait, tous se mettre dans une pièce et ne pas forcément connaître les gens et devoir un peu se faire violence pour aller échanger quelques mots avec tout le monde, revenir avec des cartes de visite dont on sait pas trop quoi faire, c'est pas un exercice avec lequel je suis super à l'aise. Sauf que, ici, le networking, c'est un peu un art de vivre. On parle beaucoup de small talk. Small talk, c'est un peu faire la conversation, mais c'est vraiment un art aux États-Unis. C'est réussir, en fait, à faire parler les gens qu'on connaît pas, c'est réussir à tenir la conversation et à en extraire des trucs plutôt intéressants. Moi, comme je vous le dis, je suis assez nulle. En France, en tout cas moi, la culture du travail dans laquelle j'ai grandi, c'était un peu mon travail va parler de lui-même. Aux États-Unis, ça ne suffit pas. Il est très 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 important de construire son réseau, c'est essentiel. Si vous cherchez un petit peu dans votre industrie, dans votre ville, dans les deux, que ce soit par communauté, que ce soit, je sais pas, moi j'ai habité pendant une dizaine d'années à Boston, il y avait énormément de groupes professionnels pour les femmes, il y avait énormément de groupes professionnels d'ingénieurs, il y avait énormément de groupes professionnels d'innovateurs. Bref, il y avait énormément de choses. Après, il y a aussi les réseaux francophones, la French Tech, les chambres de commerce franco-américaines des différentes régions des US. Bref, des opportunités, c'est absolument pas ça qui manque. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Les Américains, en fait, ça ne les gêne pas de se mettre en avant, d'aller vers les autres pour se faire connaître. Que ce soit lors de déjeuners, d'événements ou même à la machine à café, les interactions peuvent facilement ouvrir des portes. Je vous le disais, moi, je me trouve assez nulle à cet exercice. Du coup, j'ai appris quelques petites astuces. Ces astuces, j'allais les ajouter dans cette vidéo, mais je me dis qu'on va s'y perdre et que ça va durer 15 ans. Donc, j'en ai fait une deuxième vidéo que j'ai enregistrée à peu près au même moment. Je vous la poste là, tout de suite, maintenant. Je sais pas exactement comment, mais je crois que là, sur cet écran, je dois pouvoir vous foutre un lien cliquable. Donc, j'espère que vous le trouverez. En tout cas, voilà, c'est des astuces. L'idée, c'est de pas perdre 12 litres de sueur due à l'anxiété qui est générée par le networking. Et puis, si possible, d'en tirer quelque chose personnellement. Donc voilà, moi ça marche plutôt bien. Ça reste pas un exercice que j'adore, mais ça marche plutôt bien. Donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous directement. Troisième grande différence entre la vie professionnelle aux US et la France, c'est un truc moi qui m'a énormément marqué, c'est la gestion de l'échec.
La manière dont les Américains perçoivent l'échec est complètement différente de ce que moi, en tout cas, j'ai connu en France en grandissant et en faisant mes études. Ici, l'échec, c'est pas du tout quelque chose de honteux. Au contraire, c'est même souvent vu comme une étape naturelle vers le succès. En fait, les échecs sont considérés comme faisant partie intégrante de l'apprentissage, donc ça sert à rien de le cacher. Je vous donne un exemple concret. Il y a presque 10 ans, j'ai créé une boîte dans la tech avec un collègue et ami, et on a dû aller lever des fonds. La première question qu'on posait aux entrepreneurs, que posaient donc les venture capitalistes, les investisseurs, etc., c'était parlez-moi de vos échecs. Et en fait, si tu n'avais pas eu d'échecs, si on n'était pas capable d'expliquer ce qu'on n'avait pas réussi et surtout en fait ce qu'on en avait appris, ce qu'on en avait tiré, et ben c'était élimination quasiment directe dans la plupart des compétitions de pitch. Donc c'est important de garder en tête que les échecs, ça fait partie de l'apprentissage. Vous n'avez pas atteint l'objectif, et ben c'est pas grave. Qu'est-ce que vous en tirez pour aller plus loin la prochaine fois? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Moi perso, c'est une mentalité qui m'a énormément aidé à relativiser et à rebondir plus facilement. Et c'est quelque chose en fait qu'on retrouve aussi dans l'éducation. C'est très fréquent, je pense à l'école, je sais pas, on a eu un contrôle, ça s'est mal passé, on s'est planté. On peut juste s'arrêter là et faire la gueule parce qu'on a eu une mauvaise note, ou on peut aller voir son prof, essayer de comprendre en fait là où on s'est planté et dans, je sais pas, 9 cas sur 10, on va vous redonner le contrôle, aller refaire chez vous pour voir en fait si vous êtes capable d'appliquer les leçons que vous avez tirées de cet échec. Et on vous donne une deuxième chance. Et c'est assez fou, moi je trouve. Enfin, j'ai jamais vu ça à l'école en France. Donc si vous venez travailler ici, n'ayez surtout pas peur de faire des erreurs, voyez-les comme des opportunités de grandir voilà, ça vous permet en fait du coup de ne pas être complètement bloqué quand vous devez prendre des initiatives, ce dont on parlait au début de la vidéo. Point numéro 4. Ce que j'ai appris, c'est la flexibilité et l'importance du personal branding. Ça fait un peu bullshit, personal branding, mais c'est la marque personnelle. Et c'est super important. Alors moi, j'ai envie de dire que la flexibilité, c'est peut-être quelque chose d'un peu inné quand on arrive à l'étranger. C'est-à-dire que des gens qui voyagent énormément, qui viennent s'installer à l'étranger, qui cherchent à comprendre, qui n'arrivent pas en terrain conquis, c'est quand même une certaine preuve de flexibilité. C'est-à-dire qu'on est prêt à remettre un peu tous ses repères à chambouler un peu tous ses repères, à repartir un peu de zéro. Et c'est quelque chose de super important. C'est quelque chose qui est hyper valorisé dans le monde professionnel aux États-Unis. Que ce soit pour apprendre de nouvelles compétences, pour moi ça va aussi en fait avec la prise d'initiative. C'est que si on nous demande de se lancer sur un projet et que le projet finalement c'était pas le scope, c'était pas les conditions qu'on avait imaginées au départ, il faut peut-être je sais pas repenser tout le truc. Et prise d'initiative et donc flexibilité, se réadapter, on a redistribué les cartes et on va quand même y arriver. C'est presque une règle d'or en fait ici la flexibilité. Et puis le personal branding, aux US, un peu de la même manière que pour le networking, c'est hyper important de savoir se mettre en avant. Ça veut pas dire qu'on le rub in your face et qu'on est le meilleur, enfin qu'on utilise ça à la moindre opportunité venue, mais c'est important en fait de développer une image professionnelle très claire. Moi, j'ai travaillé ma marque personnelle à différents moments de ma carrière. Quand j'étais dans l'entrepreneuriat, je l'ai fait beaucoup en fait en m'inscrivant à des conférences dans lesquelles j'allais partager mes expériences, j'allais partager mes expertises aussi. À l'époque, j'étais un peu plus présente sur LinkedIn. Maintenant, c'est moins mon réseau préféré. Ou maintenant, même sur Instagram. Quand je me suis lancée dans le podcast, je partais de rien. Et un truc que j'ai fait, par exemple, c'est j'ai créé plusieurs podcasts, mais un podcast qui m'a énormément aidé, c'est Génération Podcast, qui était pourtant un podcast de niche, il est à l'arrêt aujourd'hui, et qui était en fait un podcast dans lequel je donnais la parole. C'était un peu les coulisses de l'industrie francophone du podcast. Et donc je donnais la parole en fait à celles et ceux qui font les podcasts, donc les gens que vous entendez au micro, que vous voyez dans les vidéos, mais aussi tous les autres qui gravitent autour. Je partageais aussi beaucoup de recommandations. Et en fait, c'est fou parce que ce podcast a été ma marque personnelle pendant très longtemps. Je suis connue comme Madame Podcast du podcast indépendant par certains réseaux. Et j'en suis très fière. J'ai créé une newsletter sur ce sujet aussi. Et j'ai recruté, en fait, la plupart de mes clients sont arrivés par ce podcast. Et je trouve ça complètement dingue. Donc, c'est, je pense, des manières
d'asseoir votre crédibilité, votre expertise. Il y en a plein. Faites le point là-dessus et travaillez ce personal branding. Et il faut pas que ce soit trop compliqué, je pense. C'est qu'est-ce que j'apporte très concrètement quand on pense à moi, à quoi je veux qu'on m'associe finalement. Donc si vous voulez, je sais pas si c'est réussir ici, j'ai pas une recette qui marche à tous les coups, mais en tout cas ne sous-estimez surtout pas la valeur du personal branding. Soyez authentique. Il y a rien de pire que le bullshit qu'on voit sur LinkedIn par exemple, pardon. Mais montrez ce que vous pouvez apporter, votre vision et ce qui vous distingue des autres. J'aurais pu commencer par un truc, le temps, le rapport au temps. Moi, quand j'ai travaillé en France, mon dernier job en France, c'était dans un laboratoire de recherche à Paris. Et c'était super important d'arriver à une certaine heure et c'était pas de partir à une certaine heure, mais de ne surtout pas partir avant une certaine heure. Le présentéisme, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler aussi, c'est un vrai sujet. Ici, en fait, on est dans un cas de figure qui est très ambivalent. Je vous explique, c'est pas rare d'avoir des gens, d'ailleurs c'est une expression de la vie de tous les jours, on appelle ça un 9 to 5, donc c'est un job, j'arrive plus à parler, de bureau par exemple, qui commence à 9h et qui finit à 5h. Venant de France, on est mais ils foutent rien, c'est pas possible. Alors, d'abord, c'est pas le cas pour tout le monde. Et de 9h à 5h, ça fait quand même 8 heures de boulot. Et généralement, il y a une demi-heure de pause pour déjeuner qui est très souvent prise sur le pouce au bureau. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause vraiment déjeuner. Alors ça peut paraître un peu fou, bien sûr ça peut être complètement adapté, c'est très souvent adapté d'ailleurs, je pense notamment pour accommoder les parents qui vont chercher les enfants qui finissent assez tôt l'école. Je vois mon mari, très souvent il fait du 7h 15h pour pouvoir aller chercher les jours où il doit aller chercher mon fils à l'école. Et ça choque personne alors que on peut être cadre et avoir ce rythme de vie là aussi. Et en fait, il y a plusieurs raisons à tout ça. La première, c'est, je vous le disais, on peut s'adapter au rythme de chacun, bien sûr. Mais il y a aussi, finalement, le rapport à son temps personnel. Et en fait, quand je dis que c'est très contradictoire tout ça, c'est que le temps personnel passé en vacances a assez peu de valeur. Par contre, le temps personnel pendant toute la semaine est super important. Et c'est vrai que c'est un truc que moi, j'ai appris à apprécier, que j'adore. C'est-à-dire que, bon, maintenant, je suis en freelance actuellement, donc je fais mes horaires et je fais les horaires que je veux. Mais quand je travaillais en bureau, c'était assez génial de dire que je pouvais commencer tôt, finir, par exemple, je sais pas, à 15-16 heures. Et en fait, on a l'impression d'avoir une autre journée, en fait, qui s'ouvre à nous. On a le temps d'aller faire du sport, on a le temps, je sais pas, le nombre de fois en France où j'ai dû poser une journée de congé ou une demi-journée de congé pour pouvoir aller à la banque parce que c'est pas ouvert le week-end et c'est pas ouvert le lundi et c'est pas ouvert tard. Et enfin bref. Là, c'est quand même vachement pratique. Par contre, la grande ambivalence de tout ça, c'est que les vacances, c'est pas vraiment dans les mœurs. Moi, quand j'étais manager, je devais forcer mon équipe à poser ses congés, pas parce que je ne voulais pas les voir, mais parce que je me disais que c'est hyper important pour l'équilibre en fait entre la santé mentale et le travail, etc. Et très souvent, en fait, les gens faisaient semblant de prendre leur congé, mais continuaient à bosser de chez eux. C'est pas communément accepté par les personnes. C'est très rare de trouver en fait des gens qui vont prendre, je sais pas, 3-4 semaines d'affilée. D'abord, parce qu'il y en a pas beaucoup qui ont autant de congés. Mais si on prend l'exemple, il y a de plus en plus d'entreprises qui donnent des congés, ils appellent ça Unlimited PTO. PTO, c'est Paid Time Off, donc les congés payés, illimités. Mais laisse tomber, moi j'ai ça, je vais faire le tour du monde et ça va être génial et voilà, du moment que mon boulot est fait, ok très bien. Sauf que ici, en fait, les employeurs, il y a eu pas mal d'études qui sont sorties là-dessus, ils offrent ça comme un bénéfice, comme un atout un peu marketing finalement pour attirer les candidats. Sauf que, en fait, ils misent un peu sur le fait que les gens n'osent pas prendre leur congé. Donc voilà, cette grande ambivalence sur le temps privé, le temps personnel versus le temps passé au travail, que ce soit au quotidien ou que ce soit en vacances. Voilà! Ces différences, moi perso, elles ont vraiment changé ma manière de voir le travail entre l'autonomie, l'esprit de réseau, la tolérance à l'échec, la flexibilité et même le personal branding. J'ai découvert des valeurs qui m'ont énormément aidé à grandir, à m'adapter, à réussir. Et puis vous voyez, aujourd'hui en fait, je travaille beaucoup avec des médias français ou des clients français et finalement en fait, j'adapte tous ces apprentissages à ce que je fais en France. Et
Ça me sert aussi énormément. Et vous, du coup, je serais super curieuse de savoir laquelle de ces pratiques américaines vous semble la plus surprenante ou peut-être la plus inatteignable. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube qui est un petit bébé. Je prends tous vos encouragements parce que c'est pas facile, mais c'est un exercice qui est vraiment sympa. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur la vie, le travail aux États-Unis, les médias, les podcasts, restez par ici. Je vous en serai reconnaissante et puis n'hésitez pas à me dire de quoi vous aimeriez que je parle dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.